Bonsoir, cher auditeur, et bienvenue dans notre havre de paix historique. Alors que le monde moderne continue sa course effrénée autour de vous, je vous invite à vous installer confortablement, à fermer doucement les yeux si vous le souhaitez, et à entreprendre avec moi un voyage apaisant vers les ruelles brumeuses du Moyen-Âge. Cette histoire est conçue pour vous offrir un moment de détente, une pause tranquille dans votre journée ou peut-être même pour vous accompagner doucement vers le sommeil. Laissez les échos du passé bercer votre esprit et apaiser vos pensées. J'aimerais savoir d'où vous nous écoutez ce soir et à quel moment de la journée vous vous joignez à nous. Est-ce au crépuscule d'une journée bien remplie ou peut-être aux premières lueurs de l'aube? Partagez votre coin du monde dans les commentaires, car j'aime imaginer notre communauté d'auditeurs réunis autour de ces récits d'antan. Si ces voyages dans le temps vous apportent du réconfort, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures explorations historiques. Chaque semaine, nous partons ensemble à la découverte de nouveaux chapitres, oubliés de notre passé commun. Maintenant, laissons s'estomper les bruits de notre époque moderne. Fermez les yeux et respirez profondément. Nous quittons le XXIe siècle pour nous glisser dans les ruelles étroites du Paris médiéval, où les lois et coutumes d'un autre temps régissaient chaque aspect de la vie quotidienne. L'aube se levait à peine sur Paris en ce matin de l'an de grâce 1234. Les premiers rayons du soleil caressaient les toits de chaume et les façades à colombages qui se penchaient les unes vers les autres au-dessus des ruelles étroites. Dans la boulangerie de Maître Guillaume, nichée près du grand pont, la chaleur du four de pierre réchauffait déjà l'atmosphère chargée de l'arôme enivrant du pain frais. « Thomas, réveille-toi, paresseux. Les miches doivent être prêtes avant la première cloche de Notre-Dame », s'écria Maître Guillaume en secouant l'épaule de son jeune apprenti qui dormait encore sur sa paillasse près du four. Thomas se redressa en sursaut, les yeux encore embués de sommeil. À 16 ans, il entamait sa 3e année d'apprentissage et rêvait de devenir un jour maître boulanger. Ses mains, déjà marquées par les brûlures légères et les cales du métier, s'activèrent immédiatement à pétrir la pâte préparée la veille. « Pardonnez-moi, maître, j'ai veillé trop tard pour surveiller la levée de la pâte, » murmura-t-il en étouffant d'un bâillement. La matinée avançait rapidement, rythmée par le va-et-vient des clients qui se pressaient devant l'étal. Thomas s'affairait, sortant les miches dorées du four avec sa longue pelle de bois, tandis que Maître Guillaume encaissait les deniers et les oboles dans sa bourse de cuir. Vers midi, alors que la foule se dispersait, un homme à la tunique sombre et au regard sévère s'arrêta devant la boutique. Son insigne brodé sur la poitrine ne laissait aucun doute, c'était un inspecteur du prévôt de Paris. « Au nom du roi Louis, je viens vérifier la conformité de votre pain », annonça-t-il d'une voix qui ne tolérait aucune contestation. Le sang de Thomas se glaça dans ses veines. Il avait façonné lui-même les dernières miches de la journée et, dans sa hâte matinale, il n'avait pas prêté attention à leur taille. L'inspecteur saisit l'une des miches, la soupça dans sa main, puis sortit de sa sacoche un gabarit de métal. « Cette miche est trop légère d'au moins 1 once par rapport à l'édit royal de l'an 1214, » déclara-t-il après avoir comparé le pain au gabarit. « Qui a façonné ce pain ?» Maître Guillaume jeta un regard désespéré à son apprenti, mais avant qu'il ne puisse parler, Thomas s'avança. « C'est moi, messire. Je les ai façonnés ce matin, » avoua-t-il, la gorge serrée. L'inspecteur nota quelque chose sur un parchemin et déclara solennellement « En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous assigne à comparaître devant le prévôt demain à Thiers. La sanction pour avoir trompé les sujets du roi sur le poids du pain est le pilori pour une journée entière. » Tandis que l'inspecteur s'éloignait, Maître Guillaume s'effondra sur un tabouret, le visage blême. « Sais-tu ce que cela signifie, Thomas ? Un jour, au pilori pourrait ruiner ma réputation. Et toi, tu pourrais perdre tes doigts si la foule décide de te lancer des pierres au lieu de légumes pourris, » s'exclama-t-il, la voix tremblante de colère et de peur. À quelques lieues de là,
dans le calme majestueux de l'abbaye de Saint-Denis, frère Mathieu trempait sa plume d'oie dans l'encrier de corne. La lumière filtrait à travers les vitraux colorés, projetant des taches multicolores sur le parchemin où il consignait méticuleusement les édits royaux et les coutumes locales. « Frère Mathieu, le prieur souhaite vous voir », annonça un jeune novice en passant la tête par la porte du scriptorium. Le moine reposa sa plume et se dirigea vers la cellule du prieur, un homme âgé dont la sagesse était respectée bien au-delà des murs de l'abbaye. « Vous m'avez fait demander, mon père ?» demanda frère Mathieu en s'inclinant respectueusement. Le prieur leva les yeux de son propre manuscrit et sourit. « Oui, mon fils, j'ai appris que vous compilez un recueil des lois et coutumes du royaume. Un travail fascinant, mais j'aimerais que vous y ajoutiez une section sur les édits somptuaires. Il témoigne admirablement de l'ordre que Dieu a voulu pour notre société. » Frère Mathieu hocha la tête, intrigué. « Les édits somptuaires, mon père? Vous parlez des lois sur l'habillement ?» Le prieur se leva et se dirigea vers une étagère chargée de manuscrits. « Exactement. Saviez-vous, par exemple, qu'un édit de notre bon roi interdit aux bourgeois de porter des vêtements d'écarlate ou ornés de vert et de gris? Ces couleurs et fourrures sont réservées aux nobles de haut rang. De même, l'or et les pierres précieuses sont interdits à quiconque n'ait pas de sang royal ou ne possède pas au moins 6000 livres de rente annuelle. » Le moine écarquilla les yeux, fasciné par ces détails. « Je l'ignorais, mon père. Ces lois sont-elles vraiment appliquées ?» Le prieur eut un sourire énigmatique. « Allez donc faire un tour au marché de Saint-Denis demain. Vous y verrez peut-être l'épouse d'un riche marchand se faire confisquer sa robe bordée d'hermine par les sergents du bailli. L'orgueil et la vanité sont de grands péchés, mon fils. Et ces lois nous rappellent que chacun doit rester à la place que Dieu lui a assignée. » Pendant ce temps, à plusieurs journées de voyage de Paris dans son château de Provins, la comtesse Blanche de Champagne supervisait les préparatifs d'un banquet exceptionnel. « Non, non et non », s'exclama-t-elle en observant la disposition des tables. « Les convives de moindre rang doivent être placés en deçà de la salière, pas au-delà. Et rappelez-vous que personne ne doit tremper son pain dans le vin plus de 3 fois durant le repas. » Son intendant, un homme d'âge mûr au front perpétuellement plissé d'inquiétude, s'inclina profondément. « Pardonnez-moi, madame. Nous corrigerons cela immédiatement. Mais puis-je me permettre de vous demander pourquoi imposer des règles si strictes pour ce banquet ?» La comtesse lissa les plis de sa robe de velours bleu et sourit avec malice. « Ce banquet n'est pas seulement un festin, mon cher Thibaut, c'est une leçon. J'ai invité les plus grands seigneurs de Champagne, mais aussi leurs épouses et leurs fils. Beaucoup d'entre eux ignorent les subtilités de l'étiquette de table. Ceux qui enfreindront les règles devront payer une amende, que je reverserai aux pauvres de mes domaines. » L'intendant dissimula un sourire. La comtesse était connue pour son esprit vif et son sens de la justice. « Et quelles seront ces règles, madame ?» demanda-t-il en sortant un petit parchemin pour prendre des notes. La comtesse commença à énumérer. Interdiction de souffler sur sa nourriture pour la refroidir. Défense de se curer les dents avec son couteau. Obligation de se laver les mains dans les aiguillères avant et après le repas. Interdiction formelle de cracher ailleurs que sous la table. Et bien sûr, personne ne doit se moucher dans la nappe sous peine d'une amende de 12 deniers. Alors que le soleil déclinait sur la campagne champenoise, Thomas, à Paris, contemplait avec angoisse sa dernière nuit de liberté avant de comparaître devant le prévôt. Une simple erreur dans la taille de son pain allait peut-être détruire tous ses rêves. Dans l'abbaye de Saint-Denis, frère Mathieu allumait une chandelle pour poursuivre sa compilation des lois étranges qui régissaient la vie quotidienne du royaume. Et au château de Provins, la comtesse Blanche souriait en imaginant la surprise de ses invités face aux règles strictes de son banquet. 3 histoires, 3 lieux, mais un même fil conducteur. Dans la France du XIIIe siècle, la loi s'immisçait dans les moindres détails de l'existence,
dessinant les contours d'une société où chaque geste, chaque vêtement, chaque bouchée était soumis à la règle et à la tradition. Le soleil se levait sur le petit village de Houtkerk, niché dans les plaines flamandes. La brume matinale s'accrochait encore au toit de chaume lorsque le son grave de la cloche paroissiale retentit, appelant les habitants à se rassembler sur la place centrale. Ce n'était pas un jour ordinaire pour les villageois. On allait juger les porcs de Maître Guillaume. L'affaire avait secoué toute la région. 7 porcs accusés d'avoir piétiné à mort le petit Jehan, fils du charpentier, alors qu'il jouait près de leur enclos. « Voyez, voyez, bonnes gens de Houtkerk !» proclama le bailli en ajustant sa chaîne d'office. « La cour de justice est ouverte pour entendre l'affaire des porcs meurtriers. » La foule s'était massée autour d'une estrade improvisée où siégeaient les notables. Dans un enclos adjacent, les 7 accusés grognaient, inconscients de la gravité de leur situation. Maître Arnaud, un clerc de justice venu spécialement de Bruges, s'avança, déroulant un parchemin avec solennité. Selon la loi de Flandre, les bêtes ayant causé mort d'homme doivent répondre de leurs actes devant Dieu et les hommes, déclara-t-il d'une voix forte, car même les créatures sans raison sont soumises à l'ordre divin. Le propriétaire des porcs, Maître Guillaume, se tenait tête basse à côté de Maître Étienne, un avocat réputé qui avait accepté de défendre les intérêts des animaux. Pendant que le procès des porcs captivait les habitants de Houtkerk, loin de là, sur les routes sinueuses des terres germaniques, Marco Contarini, marchand vénitien, maudissait sa décision d'emprunter la route commerciale traversant le Saint-Empire. Son convoi de 6 chariots chargés de soieries et d'épices venait d'être arrêté pour la 4e fois de la journée à un nouveau poste de péage. « Encore un péage ?» s'exclama-t-il en s'adressant aux gardes armés qui barraient la route. « Nous avons déjà payé à 3 reprises depuis l'aube. » Le garde, impassible sous son heaume, tendit simplement la main. « Vous entrez sur les terres du comte von Eisenberg. Le droit de passage est de 2 deniers par roue, plus 1 denier par ballot de marchandises, plus 3 deniers supplémentaires, car c'est mercredi. » Marco soupira profondément en fouillant dans sa bourse qui s'allégeait à vue d'œil. Son apprenti, Giovanni, s'approcha et murmura « Maître, ce n'est pas tout. Selon le registre que j'ai consulté à Francfort, nous devrons bientôt traverser le domaine du baron von Starkenburg, où les marchands doivent marcher à reculons sur 20 pas en l'honneur d'une ancienne victoire contre les Saxons. Et plus loin, chez le duc de Bavière, toute marchandise transportée un jour de pleine lune est taxée au double tarif. » Le Vénitien leva les yeux au ciel, regrettant amèrement de ne pas avoir choisi la route maritime, plus longue mais moins semée d'embûches administratives. Pendant ce temps, à Toulouse, dame Béatrice de Montfort, veuve depuis 3 ans, se préparait à affronter une épreuve d'un autre genre. Debout dans sa chambre, elle contemplait avec appréhension la robe à rayures bleues et blanches qu'elle avait osé porter lors de la fête de la Saint-Jean. Sa servante Mathilde entra précipitamment, le visage blême. « Madame, ils sont là. Les hommes de l'évêque vous attendent pour vous escorter au tribunal ecclésiastique. » Béatrice hocha la tête avec résignation. Elle savait que porter des rayures était considéré comme un affront à l'ordre divin, un symbole associé au diable et aux lépreux, mais la robe était un dernier cadeau de son défunt mari, rapporté d'un voyage en Italie. À Houtkerk, le procès des porcs prenait une tournure inattendue. Des témoins défilaient, décrivant le caractère habituellement paisible des bêtes. Ces porcs n'ont jamais montré de méchanceté auparavant, affirma la vieille Margot qui habitait près de l'enclos. C'est l'enfant qui les a provoqués avec un bâton, j'en jurerai sur les reliques de Saint-Louis-Noc. L'avocat des animaux, Maître Étienne, s'empara de cet argument. Mes clients ont agi par instinct de défense, non par malice. La loi reconnaît la différence entre le meurtre prémédité et l'accident. Le procureur, cependant, restait inflexible.
La Bible nous enseigne que si un bœuf frappe un homme ou une femme qui en meurt, le bœuf sera lapidé. Il en va de même pour ces porcs qui ont répandu le sang innocent. Marco Contarini, quant à lui, découvrait avec stupéfaction les coutumes commerciales de la principauté de Fulda. Vous devez échanger vos bottes contre des sabots de bois pour traverser le pont, lui expliquait un officier local avec le plus grand sérieux. C'est la coutume depuis que l'empereur Frédéric Barberousse a perdu sa botte dans la rivière en l'an 1172. Le marchand vénitien s'exécuta en grommelant, tandis que ses hommes devaient également se plier à l'étrange rituel. Plus tard, dans une auberge, un vieux colporteur lui confia en riant. « Vous n'avez encore rien vu, mon ami. Dans le comté voisin, les marchands étrangers doivent porter un chapeau en forme de chou les jours de marché. Et à Nuremberg, il est interdit de vendre du safran sans d'abord en offrir une pincée au bourgmestre pour qu'il vérifie sa qualité en le reniflant 3 fois. » À Toulouse, Dame Béatrice se tenait droite face au tribunal ecclésiastique, composé de 3 clercs au visage sévère. Dame Béatrice de Montfort, énonça le plus âgé d'entre eux, vous comparaissez devant nous pour avoir porté publiquement un vêtement à rayures, symbole de désordre et marque du diable. Que plaidez-vous ? La veuve releva fièrement la tête. Je plaide l'ignorance, mes seigneurs. Cette robe est un souvenir de mon défunt époux, et je ne connaissais pas cette interdiction. Un murmure parcourut l'assistance. Le clerc fronça les sourcils. L'ignorance n'excuse pas le péché, madame. Les rayures brouillent l'ordre divin. Elles sont le vêtement des jongleurs, des bourreaux et des femmes de mauvaise vie, pas d'une dame de votre rang. Le verdict tomba à Oudekerque comme un couperet. 5 des 7 porcs furent déclarés coupables et condamnés à être pendus par leurs propriétaires. Les 2 plus jeunes, jugés trop innocents pour comprendre leurs actes, furent épargnés. La sentence, bien que sévère, n'était pas inhabituelle. Les archives de la région regorgeaient de procès similaires contre des animaux accusés de crimes. Quelques années auparavant, une truie avait été jugée et exécutée à Falaise pour avoir dévoré un nourrisson. Et l'on racontait qu'à Bâle, un coq avait été brûlé vif pour le crime impensable d'avoir pondu un œuf, acte contre nature considéré comme l'œuvre du malin. Marco Contarini parvint finalement aux portes de Cologne, épuisé par son périple à travers la mosaïque de territoires germaniques, chacun avec ses lois et coutumes plus absurdes les unes que les autres. Son journal de voyage s'était enrichi d'anecdotes qu'il aurait peine à faire croire à ses compatriotes vénitiens. Le droit de passage, payé en chansons dans un village de Thuringe. L'obligation de marcher en file indienne le long d'un lac réputé habité par un dragon. Ou encore cette taxe sur les barbes rousses instaurée par un seigneur local persuadé que cette couleur portait malheur. Oh, à Venise, confia-t-il à son apprenti, alors qu'il franchissait enfin les portes de la grande cité rhénane. Nous avons des lois strictes, mais au moins, elles suivent une certaine logique commerciale. Ici, c'est le règne du caprice seigneurial. À Toulouse, contre toute attente, Dame Béatrice trouva un défenseur inattendu en la personne d'un jeune clerc récemment revenu d'études à Bologne. « Mes seigneurs, intervint-il respectueusement, les textes de saint Thomas d'Aquin nous enseignent que l'intention fait partie intégrante du péché. Dame Béatrice n'avait nullement l'intention de défier l'ordre divin, mais simplement d'honorer la mémoire de son époux. Après délibération, le tribunal décida de faire preuve de clémence. La robe serait confisquée et brûlée, mais la veuve échapperait à l'amende et à l'humiliation publique, à condition de faire don d'un cierge à l'église chaque dimanche pendant 1 an. En quittant le tribunal, Béatrice songea avec amertume à toutes ces règles qui encadraient la vie des femmes, particulièrement des veuves, dont les moindres gestes étaient scrutés et jugés. Le jeune Sir Edmund Blackwood, fils cadet du comte de Northumberland, contemplait les terres françaises depuis le pont du navire qu'il avait transporté de Douvres à Calais. À 22 ans, son père l'avait envoyé parcourir l'Europe pour parfaire son éducation et nouer des alliances commerciales.
La justice et ses coutumes diffèrent grandement d'un royaume à l'autre, lui avait conseillé son père avant son départ. Observe et apprends, car un gentilhomme doit connaître les lois des terres qu'il visite. Edmund n'imaginait pas à quel point ces paroles se révéleraient prophétiques. Sa première rencontre avec les particularités judiciaires du continent eut lieu à Paris, où il assista à un duel judiciaire ordonné par la cour royale. Deux marchands se disputaient une cargaison de soieries, et faute de preuves écrites, le tribunal avait ordonné un combat à l'épée pour déterminer qui disait vrai. En Angleterre, murmura Edmund à son guide français, nous avons presque abandonné cette pratique depuis le règne du roi Henri II, préférant les jurys et les témoignages. Le Français haussa les épaules. Ici, nous croyons encore que Dieu accorde la victoire à celui qui détient la vérité. Le jugement de Dieu ne peut mentir. En Normandie, Edmund découvrit une variante étonnante. Le duel pouvait être mené par des champions payés, permettant aux nobles âgés ou aux femmes de défendre leurs droits sans combattre eux-mêmes. Cela me semble contraire à l'esprit même du jugement divin, s'étonna le jeune Anglais auprès du bailli local qui l'avait invité à dîner. Si Dieu guide la main du juste, comment peut-il le faire à travers un mercenaire qui n'a aucun intérêt dans l'affaire? Le bailli sourit avec indulgence. Dieu reconnaît les siens, jeune homme. Et puis, la justice doit être accessible à tous, même aux faibles de corps. Et Thomas. En traversant les terres impériales, Edmund fut témoin d'une coutume encore plus singulière. Le duel au bâton dans un cercle tracé à la craie. Les deux adversaires, les jambes enterrées jusqu'aux genoux dans des fosses creusées pour l'occasion, ne pouvaient se déplacer et devaient frapper leur opposant avec un gourdin jusqu'à ce que l'un des deux abandonne. Cette méthode est réservée aux serfs et aux hommes libres de basse condition, lui expliqua un échevin de Cologne. Les nobles se battent à cheval et en armure complète, car le sang noble ne doit pas être versé sur un sol ordinaire. Après plusieurs mois de voyage, Edmund parvint au contrefort des Alpes suisses, où les vallées isolées abritaient des communautés qui semblaient figées dans le temps. Dans le village de Schwytz, il fut invité à assister à un thing, une assemblée judiciaire en plein air qui se tenait sous un vieil tilleul. Les hommes libres du village s'y réunissaient pour juger les différends et voter les lois locales, perpétuant une tradition que leurs ancêtres germaniques pratiquaient déjà du temps de l'Empire romain. L'empereur et ses baillis n'ont pas leur mot à dire ici, lui confia fièrement un vieillard aux longs cheveux blancs. Nos vallées sont libres depuis que nos pères ont prêté serment au Rutli, il y a plus de 100 ans. Edmund observa avec fascination comment les villageois réglaient un litige concernant des droits de pâturage. Plutôt que de s'en remettre à des documents écrits ou à l'autorité d'un seigneur, ils faisaient appel à la mémoire des anciens et à des serments solennels prêtés sur une relique. « Nous n'avons pas besoin de parchemin », expliqua le chef du conseil. « Notre loi vit dans nos cœurs et dans nos souvenirs. Chaque père l'enseigne à son fils, comme le faisaient déjà nos ancêtres quand ils combattaient les légions romaines. » Dans un village voisin, Edmund assista à une cérémonie encore plus ancienne, le jugement par l'épreuve de l'eau froide. Un homme accusé de vol devait plonger sa main dans un chaudron d'eau glacée pour en retirer une pierre. Si sa main présentait des signes de brûlure dans les jours suivants, il serait déclaré coupable. L'empereur Frédéric II a interdit ces pratiques il y a plus de 100 ans, s'étonna Edmund. Et l'Église les a condamnés lors du 4e concile du Latran. Le prêtre du village lui répondit avec un sourire énigmatique. « Les édits impériaux mettent du temps à gravir nos montagnes, jeune seigneur. Et parfois, ils n'y parviennent jamais. » Poursuivant son périple vers l'Est, Edmund atteignit finalement la cour fastueuse des ducs de Bourgogne à Dijon. Là, il fit la connaissance de maître Guillaume de Saint-Thierry, un juriste aux cheveux gris qui avait consacré sa vie à l'étude des coutumes et des lois. Lors d'un banquet donné en l'honneur des visiteurs étrangers,
Le vieux savant se retrouva assis à côté du jeune Anglais. « J'ai parcouru l'Europe et observé tant de façons différentes de rendre la justice, » confia Edmond. « Comment de telles divergences peuvent-elles exister au sein de la chrétienté ?» Le vieux juriste sirota son vin avant de répondre. « La justice des hommes est comme un grand arbre, messire Edmond. Ses racines plongent dans les traditions les plus anciennes, mais ses branches s'étendent dans toutes les directions. Saviez-vous que lorsque vous frappez à une porte avant d'entrer, vous perpétuez une ancienne coutume juridique? Autrefois, ce geste signifiait que vous veniez en paix, sans intention de violer le domicile d'autrui, ce qui était un crime grave. » Edmond écouta, fasciné, tandis que maître Guillaume poursuivait. « Quand vous serrez la main d'un marchand pour conclure un marché, vous reproduisez le geste par lequel nos ancêtres scellaient leur contrat, bien avant que l'écriture ne se répande. Et quand vous levez votre verre pour porter un toast, vous perpétuez l'ancienne coutume germanique d'échanger une goutte de sang pour sceller une alliance. » Au fil des jours, le vieux juriste révéla à Edmond comment d'innombrables gestes quotidiens trouvaient leur origine dans d'anciennes pratiques juridiques. Les cloches des églises qui sonnaient l'heure dérivaient des anciennes convocations aux assemblées judiciaires. Les rubans attachés aux cadeaux de mariage rappelaient les liens symboliques qui unissaient autrefois les familles dans un contrat légal. Même les jeux d'enfants perpétuaient souvent d'anciennes procédures judiciaires, transformées au fil des siècles en divertissements innocents. La loi n'est pas seulement dans les édits royaux ou les décrets impériaux, conclut maître Guillaume. Elle vit dans nos gestes, nos traditions, nos superstitions même. Elle est l'invisible fil qui relie notre présent au plus lointain passé. Avant de reprendre sa route vers l'Italie, Edmond passa une dernière soirée à converser avec le vieux juriste dans la bibliothèque ducale. « Que pensez-vous de toutes ces lois étranges que vous avez observées durant votre voyage ?» demanda maître Guillaume. « Les trouvez-vous absurdes, comme tant de jeunes gens de votre génération ?» Edmond réfléchit un moment avant de répondre. « Je les voyais ainsi au début de mon périple. Mais j'ai compris qu'elles racontent l'histoire des peuples qui les ont créés. Même les plus étranges ont eu leur raison d'être à leur époque. » Le vieux juriste sourit avec approbation. « Vous avez appris la plus importante des leçons, messire Edmond. Les lois ne sont pas seulement des règles à suivre, mais des témoins de notre humanité, avec toutes ses craintes, ses espoirs et sa sagesse. »